Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce webinaire que nous allons vous diffuser avec Mon Courtier Énergie. Je remercie tout d'abord Élise Bru, qui est courtière en énergie donc sur tout le secteur Occitanie, et Mathieu Beaufort, directeur technique et membre fondateur associé de Mon Courtier Énergie. Merci à tous les deux d'être présents. Je souligne également que vous êtes un nouveau partenaire donc, de l'Ordre. C'est pour ça que les concierges et confrères ne vous connaissent pas encore et que j'avais bien plaisir à ce qu'on organise ce webinaire ensemble pour expliquer ce que vous faites. Parce que c'est vrai que nous sommes des professionnels impliqués dans notre devoir de conseil. Nous sommes des généralistes du conseil. Vous êtes des spécialistes du conseil sur un secteur d'activité, donc les coûts énergétiques qu'on ne maîtrise pas toujours nous-mêmes. Et donc, vous apportez un éclairage intéressant, et on a estimé que c'était intéressant de le faire partager aux consoeurs et confrères, sur l'optimisation que l'on peut rechercher sur les coûts énergétiques d'une entreprise. Donc, l'idée, effectivement, on est habitué, nous, en tant que professionnels, à travailler en interprofessionnalité, dès lors que le conseil relève d'un secteur très précis et très particulier de compétences qu'on n'a pas forcément en interne. Je crois que c'est le cas quand même, hein, pour la majorité d'entre nous, avec votre secteur d'activité, c'est vous qui êtes un peu les sachants. Et donc, ce qu'on attend de vous, bien sûr, c'est de la pédagogie pour nous permettre et permettre à nos clients de comprendre véritablement la facture d'énergie qu'ils reçoivent et de pouvoir transmettre du coup cette pédagogie à nos clients. Donc ça, ça nous fait progresser, je dirais, dans la compréhension de l'optimisation, de la piste d'optimisation, et en même temps, eh bien, ça permet à nos clients aussi de prendre en compétence un petit peu sur ce secteur-là. L'objectif, bien entendu, c'est de déboucher sur un conseil stratégique auprès des clients. Ce conseil stratégique, il va être à la fois sur la stratégie d'achat de l'énergie, et là, on a besoin de votre éclairage, mais également sur l'évolution des taxes, l'évolution des aides qui peuvent apparaître sur tel ou tel support énergétique. Et donc, pour le client, l'opportunité, en vous faisant intervenir à côté de l'expert comptable, c'est d'avoir une étude, alors sans frais, sur ces pistes d'amélioration et de pouvoir ainsi projeter, je dirais, le prochain budget d'énergie à l'échéance donc de la facture. Donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, nous, on n'est pas forcément toujours bien placé pour apporter ce type de conseil. Et il est intéressant donc d'avoir la vision que vous pouvez nous proposer dans la connaissance de votre métier. Voilà, donc on disait en préparant un petit peu ce webinaire que à compter de 100 MWh, l'accompagnement n'était pas une option, c'est impératif parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et donc, d'autant plus important donc, que vous puissiez participer à ce devoir de conseil aux côtés de l'expert comptable. Donc, je vous propose de vous donner la parole et puis de nous faire appréhender en quoi un travail interprofessionnel avec vous va permettre aussi à l'expert comptable que nous sommes de gagner en compétences et d'augmenter, je dirais, la palette de prestations que nous pouvons offrir à nos clients. Merci beaucoup. Et merci, Monsieur Gillis, pour cette super introduction. Donc, je vous présente quand même Élise, que vous avez fait à l'oral, qui est juste à côté de moi, qui est l'interlocutrice sur toute la partie, donc, ordre des experts comptables sur la partie Occitanie. Alors, nous, Mon Courtier Énergie, donc, on est organisé, on a une trentaine d'agences partout en France et on a 2 agences sur la région Occitanie, donc une à Montpellier et une sur Toulouse. Donc, je pense qu'on a à peu près la même implantation que le Conseil de l'Ordre. Donc, ça tombe bien. Et l'idée, c'est de vraiment, notre volonté, c'est d'être au plus proche de nos clients en proximité. Et notre vocation, c'est d'essayer de simplifier l'achat d'énergie pour les chefs d'entreprise, que vous êtes aussi à titre professionnel. Et donc, par ce biais, on a créé donc un petit groupe assez modeste. Ça fait 17 ans que pour ma part, je travaille dans l'énergie avec mon associé Romain. Et donc, on a plusieurs sociétés. Donc, là, je vais passer très vite, mais Unixial qui prend le relais sur l'achat d'énergie pour les donneurs d'ordre public. Donc, vraiment tout ce qui est soumis au code de la commande publique. Mon courtier énergie qui va nous concerner aujourd'hui, donc vraiment là, plutôt accès entreprise, association, tout ce qui est un sirène et qui est acheteur privé. Et après, on a créé d'autres filiales pour avoir une continuité sur le conseil sur l'achat d'énergie avec Unisolaire pour la pose de panneaux solaires. Et d'ailleurs, ça fera partie aujourd'hui des sujets que j'aborderai rapidement pour vous expliquer est-ce que le photovoltaïque, c'est toujours une option favorable pour les clients, pour les consommateurs d'énergie.
Et également une IENR qui est la toute dernière née, qui est là en cas de problématique de financement ou de priorisation des financements. Une IENR peut intervenir en tant que tiers investisseur pour le compte des clients pour des projets solaires ou d'ordre de transition énergétique. Donc ça fait 17 ans, comme je vous l'ai dit, on intervient sur le tissu économique, alors local parce qu'on a commencé à Toulouse, donc forcément il y a une forte implantation sur le tissu économique en Occitanie. On accompagne beaucoup d'acheteurs privés et publics sur le secteur. Je vous ai mis quelques références en dessous, mais on intervient vraiment sur tout type d'activité. On n'a pas de préférence en disant on préfère de l'industrie. Non, on a vraiment, nous, notre vocation, c'est vraiment de simplifier l'achat d'énergie pour tout type d'entreprise, du moment qu'elle a un compteur d'électricité et de gaz naturel. On intervient sans problème. Effectivement, M. Gilly, c'est quand même à rajouter que oui, au bout de 100 MW, l'accompagnement est une nécessité, mais même en dessous, en fait, on se rend compte que c'est aussi nécessaire d'être accompagné parce qu'on peut vite faire potentiellement des bêtises en prenant le mauvais contrat au mauvais moment avec un mauvais fournisseur. Donc, l'idée pour nous, notre métier, c'est d'éviter tout ça. Donc, je vous l'ai dit rapidement, donc 2017, c'est quand on a créé Mon Courtier Énergie. En 2023, ce qui, pour rassurer aussi, on a fait une introduction en bourse. Donc, Mon Courtier est une société cotée en bourse sur le petit marché, le marché Euronext Growth, sur les PME, PMI. L'idée, c'est vraiment d'avoir de la transparence vis-à-vis de nos fournisseurs avec qui on travaille et nos clients pour vraiment montrer tous nos process. Je pense que vous connaissez ça. Et depuis 2025, donc comme le disait M. Gillis, on est des tout nouveaux partenaires de l'Ordre des experts comptables parce que pour nous, c'est quand même des super partenaires, les experts comptables. On travaille beaucoup avec eux et enfin avec vous. Donc, c'était pour nous logique d'intégrer ce réseau du Conseil de l'Ordre. On a 200 courtiers qui sont formés au niveau national et même on déborde un petit peu en Espagne et en Belgique depuis peu. Et on a 34 agences, donc 32 en France et quelques-unes en Espagne et en Belgique. Et on accompagne plus de 10 000 clients depuis notre création au quotidien sur l'achat d'énergie. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est d'essayer aussi de vous apporter de la pédagogie. Donc, j'espère que je vais tenir la mission qui nous a été confiée par M. Gillis. C'est de vous expliquer un peu comment fonctionne le marché de l'électricité et du gaz naturel et quels leviers ont les entreprises pour pouvoir optimiser leur facture d'énergie. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions en direct, de les poser sur le chatter. On essaiera forcément d'y répondre et surtout de les voir parce que je l'ai mis, mais si jamais on y répondra, il n'y a aucun souci. Donc, la partie fiscalité et évolution, comme disait M. Gillis, on va l'aborder avec ce que ça a pu avoir comme impact sur votre facture d'électricité et de gaz sur l'année 2025. 2026, pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour vous donner un peu de la vision très précise sur 2026, mais on pourra donner quelques pistes. Et après, comme je disais, l'idée, c'est aussi d'aborder rapidement le sujet photovoltaïque parce que peut-être que vous allez avoir des questions qui vont vous poser la question de savoir est-ce que c'est toujours une solution intéressante pour moins consommer ou en tout cas optimiser ma facture. Et on finira par une synthèse pour essayer de résumer un peu tout ce qu'on s'est dit. Donc pour commencer, je vais vous expliquer un peu la chaîne de valeur, comment ça fonctionne, de la production à la consommation d'énergie. Tout d'abord, la production. Donc cette activité est en concurrence, donc on a plusieurs acteurs qui produisent à la fois de l'électricité. Donc là, l'avantage, c'est qu'on produit notre énergie en France à grosse maille, donc 67% vient du nucléaire. C'est un peu notre force en France. Alors, politiquement, je ne vais pas rentrer dans le débat politique, mais pour certains, donc c'est pas forcément bien, pour d'autres, oui. En tout cas, pour le prix de l'électricité, c'est une bonne chose. On va le voir après, et c'est ce qui nous permet d'avoir des prix assez compétitifs en France. Donc, 67% le nucléaire. 14%, ça va être hydraulique, donc tous les barrages, toutes les retenues d'eau ou fil de l'eau qui produisent de l'électricité. Donc ça représente quand même 14%. Et c'est une sorte de réserve de stockage de l'électricité parce que ça nous permet de produire à la demande quand, bien sûr, on a des réserves d'eau suffisantes pour pouvoir produire. Et après, vous avez quand même, si on passe sur la partie ENR, donc pour continuer avec l'hydraulique, on a éolien et solaire qui produisent à eux deux presque
15% de la production d'électricité, en tout cas en 2024. Ça devrait croître dans les années futures. Et ensuite, ben, le reste, quand toutes ces énergies ne sont pas suffisantes, on va faire amortisseur avec ben, malheureusement des… Alors le déchet, non, ça reste de tout ce qui est ENR, hein, donc avec de la biomasse, etc., production d'électricité par le déchet. Mais sinon, après, ben, le reste, on le produit avec des énergies fossiles, donc avec du gaz naturel ou des centrales à charbon ou à fioul quand on n'a pas suffisamment d'énergie pour le reste. Et on va le voir, ben, c'est un peu ce qui nous a causé ces prix de l'électricité assez hauts pendant la crise. Et par rapport au gaz, hein, si je fais le parallèle, par rapport au gaz, là par contre, on est très dépendant de l'international, de la macroéconomie. Et donc depuis 2023, les États-Unis sont devenus un principal fournisseur de gaz naturel suite au conflit qu'il y a eu avec la Russie. Donc on voit les États-Unis pèsent pour 25% d'importation. 22%, la Norvège reste un acteur majeur qui produit et qui fournit l'Europe au niveau du gaz naturel. La Russie, toujours 15%, donc là, ça va peut-être changer dans les années qui suivent, hein, parce qu'il y avait un embargo, mais il est contourné, parce que du coup, ben, les pays utilisent le GNL, donc le gaz naturel qui arrive par bateau, pour contourner cet embargo, et donc on achète toujours du gaz qui provient de Russie par l'intermédiaire de ces GNL. Et ensuite, on retrouve l'Algérie, le Nigeria, Pays-Bas et Qatar qui à peu près se partagent, alors plus pour l'Algérie, mais qui se partagent à peu près le reste de nos importations de gaz naturel. Alors, il faut savoir que la consommation de gaz, quand même, a plutôt tendance à décroître avec le temps, de par ça produit pas mal de rejets de CO2, donc ça impacte le bilan carbone des entreprises en France. Et vu qu'elles sont soumises à avoir le moins de rejets de CO2, on essaie de décarboner et ça passe par de l'électrification des usages. Donc, on a plutôt une tendance à voir la consommation de gaz qui décroît, qui baisse avec le temps, alors que la consommation d'électricité devrait fortement croître dans les années à venir. On va en parler après, mais ça va avoir potentiellement un gros impact sur les prix de l'électricité à venir sur les années futures. Donc, une fois que cette énergie est produite, elle est injectée dans notre réseau de transport de l'électricité pour l'électricité, donc avec RTE, qui va s'assurer donc de la régularisation, de l'équilibre entre la production et la consommation, donc société publique qui s'occupe de ça, donc RTE. Et au niveau du gaz, c'est TRF qui s'occupe de ça, donc la société de transport des réseaux français, qui va s'occuper pareil de l'injection de gaz au niveau national et d'avoir le même gaz partout en France. Donc deux sociétés publiques qui gèrent cette partie transport pour arriver jusqu'au point de livraison, donc jusqu'au compteur. Et là, donc, on retrouve le rôle de Enedis et de GRDF, qui sont des sociétés de distribution de l'électricité. Donc, c'est les sociétés qui vous livrent le gaz jusqu'à votre compteur et qui vont aussi relever vos compteurs pour vérifier ce que vous consommez en énergie et également d'entretenir le réseau et d'entretenir les compteurs en cas de panne, d'urgence. C'est ces deux sociétés qui sont publiques qui vont intervenir en cas de difficulté majeure sur vos compteurs. Et enfin, quand on arrive au bout de la chaîne, c'est là où on arrive dans la jungle des fournisseurs d'énergie, parce qu'on a quand même donc une activité qui est en concurrence, où on a à peu près une quarantaine de fournisseurs d'électricité. Donc chaque année, ça va, ça vient. Donc on a des nouveaux, d'autres qui arrêtent l'activité par manque de trésorerie ou de difficultés financières ou de stratégie. Par exemple, Leclerc qui s'est retiré du marché, Leclerc Énergie qui était dans l'énergie qui s'est retiré du marché. Et en gaz, on a à peu près une vingtaine de fournisseurs différents de gaz naturel. Donc voilà, activités en concurrence qui vont, du coup, leur rôle, hein, c'est assez péjoratif, mais ça va être de facturer l'énergie que vous consommez. Et cette énergie est transmise, donc les relevés de compteurs sont transmis, on l'a vu, par Enedis, et le fournisseur vous refacture l'électricité et le gaz naturel que vous consommez. Et donc, si on reprend toute la chaîne de valeur, donc on a la production en concurrence, le transport et la distribution qui sont des activités régulées et réglementées par le gouvernement, et les fournisseurs en bout de chaîne qui sont, eux, en concurrence, et vous en bout de ligne, donc les clients consommateurs qui consomment cette énergie.
Et donc, nous, on s'est positionné en tant que tiers de confiance entre les fournisseurs et les clients pour les aider, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à essayer de simplifier leur achat d'énergie et la lecture au quotidien de leur contrat, voilà, de la gestion du contrat dans la globalité. Et donc, en résumé, quand vous changez de fournisseur, ce qu'il faut bien retenir, c'est que pour vous, ça, en tant que consommateur, ça n'a aucune incidence technique de modification, quoi que ce soit. Enfin, vous n'avez jamais un Enedis qui va venir chez vous pour débrancher et rebrancher. C'est vraiment toujours la même installation, le même dépannage, la même énergie et toujours le même réseau. C'est la même qualité, enfin toujours, c'est des questions qui nous sont des fois posées, mais on n'a vraiment aucune incidence quand on change de fournisseur d'énergie. La seule chose qui va changer, c'est le prix que vous allez payer, qui est mis en concurrence, et le logo que vous allez recevoir sur votre facture, et bien sûr la disposition des factures qui sont différentes d'un fournisseur à l'autre. On a l'impression qu'ils font exprès justement de le rendre un peu complexe pour perdre un peu le consommateur et éviter qu'il puisse facilement comparer d'un fournisseur à l'autre. Et c'est un peu notre raison d'être pour qu'on soit là pour essayer de les aider dans cette lecture et dans ce comparatif. Je vous l'ai dit ici, donc la fourniture, c'est en train de changer parce que les marchés ont pas mal réduit. Là, pour certains clients, on a 50%, ça va être la fourniture d'énergie, 50%, ça va être à peu près l'acheminement, et vous avez, j'exagère, plutôt 40% l'acheminement et 10% les taxes. Mais globalement, en fait, d'un client sur l'autre, ça peut changer. Et on va le voir après, qu'est-ce qui peut faire changer ces prix? C'est justement ici que je vous l'ai mis. Donc, quand on regarde dans le détail, donc c'est pour ça, faites attention si vous vous amusez à comparer la facture de deux clients différents ou la vôtre avec un autre consommateur, vous n'aurez jamais les mêmes prix. Pourquoi? Parce que au niveau de la fourniture d'énergie, déjà, votre prix peut dépendre à la fois de votre profil et de votre volume de consommation. Donc, est-ce que vous avez plutôt tendance à consommer l'été ou l'hiver? Ça peut avoir une incidence sur le prix, ainsi que le volume que vous consommez. La durée de votre contrat aussi peut avoir une incidence sur le prix, parce qu'on va le voir, d'acheter de l'électricité pour 2026, 2027 et 2028, on n'a pas le même prix par année de livraison. Le fournisseur va acheter à des prix différents en fonction de l'année qui va être livrée. La date de la signature aussi peut avoir une incidence sur le prix, parce que vous allez voir, les prix de l'électricité varient. Les fournisseurs achètent ça sur une bourse de l'énergie, et les prix varient toutes les minutes. Donc, toutes les minutes, vous avez un prix différent. Et donc, forcément, dans la journée, déjà, ça peut avoir une incidence. Mais en général, les fournisseurs arrivent à maintenir un prix au moins valable sur la journée, ce qui est maintenant monnaie courante. Avant, on avait des validités plus longues, mais maintenant, c'est plutôt à la journée. Et donc, c'est pour la raison pour laquelle, en fonction de la date à laquelle vous signez votre contrat, vous pouvez avoir un prix différent de votre voisin. Le type de prix aussi que vous allez retenir peut avoir une incidence sur votre prix. Est-ce que vous allez plutôt partir sur un prix fixe ou, à contrario, un prix variable, un prix indexé? Et également, ce qui peut avoir une incidence, c'est le score financier de l'entreprise. Ça, peu de clients le savent, mais les fournisseurs aujourd'hui scorent toutes les entreprises. Donc, ils sont abonnés à différents organismes, peut-être qui vous parlent, Elipro, Crédit Safe, Infolégal. Tous ces sociétés-là d'assurance crédit vont donner une note à leurs clients, aux entreprises, en fonction de si oui ou non ils diffusent aussi leur bilan. Donc ça, des fois, ça peut aussi compromettre la nôtre. Mais du coup, tous les fournisseurs vont regarder cette note et en fonction vont appliquer potentiellement un surcoût sur leur prix. Donc ça aussi, ça peut avoir une incidence sur le prix des consommateurs finaux. Et sachez, comme je vous le disais, si vous pouvez transmettre à titre confidentiel le bilan de l'entreprise à ces organismes pour essayer d'améliorer la note, ce qui va potentiellement améliorer le prix du fournisseur. Première astuce pour essayer d'optimiser son prix. Et ensuite, donc ça c'était la partie fourniture. Sur la partie acheminement, le coût de livraison de l'électricité à proprement dite, là ça va dépendre aussi de votre profil de consommation et de votre volume, mais également la puissance du compteur. Quand vous faites une mise en service, que vous occupez un nouveau bâtiment ou même votre maison chez vous, on va vous demander la puissance que vous avez besoin pour faire fonctionner tous vos équipements. Donc, à chaque KVA souscrit en plus, c'est des euros en plus que vous allez payer sur votre facture. Donc, l'idée, on va le voir après, c'est d'essayer d'ajuster au mieux la puissance souscrite par rapport à votre besoin.
Et également, vous avez 2 types de grilles tarifaires qui sont disponibles, qui est transmise par Enedis, soit courte, soit longue utilisation. On va le voir après, les différences. Et enfin, vous avez quand même une grosse partie de fiscalité dans l'énergie, hein, comme un peu le carburant. Mais la partie taxation aussi va dépendre de votre profil et de votre volume de consommation, également de la puissance du compteur et de la type de grille que vous auriez choisi sur l'acheminement. Mais également, il y a 2 autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Ce sont vos codes NAF. Donc, tout ce qui est un code NAF type industriel va avoir potentiellement donné droit à une exonération fiscale sur une partie de sa facture. Et la deuxième chose qui est liée avec le code NAF, c'est la valeur ajoutée. Donc, en fonction de la valeur ajoutée, donc la marge de l'entreprise qui est générée, et du code NAF, vous pouvez avoir une fiscalité réduite sur l'électricité et sur le gaz naturel. Ça, c'est des leviers que je vais vous expliquer après, qui forcément vont vous intéresser, je pense. Donc voilà, grosso modo, sur votre facture d'électricité, tout ce qui peut varier sur les prix. Et je vous ai mis ici, à peu près, à titre d'exemple, alors ça varie forcément tous les jours, vous l'aurez compris, mais grosso modo, aujourd'hui, une entreprise moyenne va payer pour l'utilisation, on va dire, plutôt de bureau, pas forcément un industriel, mais va payer à peu près 100 € par mégawattheure consommé sa fourniture d'électricité, 55 € la partie acheminement par mégawattheure consommé et 30 € la partie taxe. Donc au global, en bas de votre facture, comme on peut parler du prix au litre dans l'essence, le prix de l'électricité au mégawattheure consommé, on est plutôt aux alentours des 185 € en ce moment, hors TVA, sur les entreprises. Ça peut varier, on a des entreprises qui vont plutôt payer 130 €, des gros industriels, parce qu'ils vont avoir un coût d'acheminement un peu plus aménagé, un coût de taxation un peu plus privilégié et un coût de fourniture un peu plus basse parce que des consommations en été peut être un peu plus hautes. Ce qui fait qu'on va plutôt avoir un prix pour un industriel plutôt proche des 120-130 € plutôt que des 185 € que je vous présente ici. Mais globalement, c'est pour vous donner un petit peu un repère, pour vous aider à lire vos factures et essayer de comprendre ce que vous payez, est-ce que vous êtes plutôt dans la vraie ou s'il y a des choses à faire. Ici, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous ai juste remis pour votre culture personnelle les différents chiffres et acronymes que vous allez retrouver sur vos factures d'électricité. Donc, on parle en watts, très peu, mais vous voyez des watts qui apparaissent. Donc, c'est la puissance d'un équipement. Ensuite, vous avez des kilowatts. Bon, par exemple, un chauffage de 1000 watts, il fait 1 kW de puissance active. Et après, les kVA, c'est les kilovoltampères, c'est la puissance du compteur pour faire fonctionner donc, ce chauffage, par exemple. Donc, vous avez besoin de 1 kVA pour faire fonctionner votre chauffage de 1 kWh. Et les kilowattheures, c'est pour mesurer la consommation sur la durée. Donc, par exemple, ce chauffage qui consomme 1000 watts, donc il fait 1 kW, si vous l'utilisez pendant 1 heure, il va vous consommer 1 kWh. Voilà. Et après, les kilowatts crête, ça sera pour plus tard, c'est par rapport à la puissance d'une installation solaire, donc en fonction de la puissance que vous allez installer sur votre toit. Voilà, je vous ai mis, de toute façon, vous aurez cette présentation, elle est dans les documents qui seront sur ce webinaire, vous pourrez les retrouver au calme. Sur la fiscalité et sur la réglementation, je vais essayer de vous faire un calendrier et c'est à peu près chaque année au même moment où il peut y avoir des variations sur la facture d'électricité et de gaz. Donc, en général, donc la première ligne, c'est le gaz. En général, c'est en janvier, en avril, en juillet et en août où il se passe des choses. Donc là, il s'est passé des choses à chaque date. Au 1er janvier, on a la fiscalité sur le gaz qui a fortement augmenté. On est passé à 17,16 € par mégawattheure consommé. Et finalement, le gouvernement le voit en août. Ils ont fait machine arrière, ils ont rebaissé cette fiscalité. En fait, cette fiscalité avait été gelée pendant des années grâce ou à cause des gilets jaunes. Le gouvernement avait décidé de geler cette augmentation et de ne pas la faire évoluer à la hausse. Et d'un coup, post-crise, à partir de 2023-2024, le gouvernement a réouvert les vannes et a fait fortement augmenter la fiscalité, d'abord en janvier à 17,16 € et rebaissé en août à 15,43 € par mégawattheure consommé. Dans la même chose, dans la même lignée en août, vu que j'étais en août, il y a la TVA qui a augmenté, donc il baisse d'un côté, donc ça, forcément pour le particulier, ça a eu une incidence.
et pour les collectivités qui ne récupèrent pas la TVA aussi, tous ceux qui payent leur facture en TTC, ça a eu une incidence. La TVA est passée de 5,5% à 20% sur tous les postes. Avant, vous aviez une TVA à 5,5 sur tout ce qui était abonnement et 20% sur les consommations. Ils ont simplifié, au plus simple pour eux aussi. Ils sont tout passés à 20% sur la TVA, que ce soit au niveau du gaz naturel, mais aussi de l'électricité. Il y a eu le même phénomène. Donc maintenant, facile, TVA à 20% partout sur l'énergie. Sur le gaz, pour finir sur le gaz, globalement, la partie du milieu, la partie acheminement, ça a un peu monté, un tout petit peu, ça a été stable, j'ai mis en avril, mais la réalité, ça a un tout petit peu augmenté. Et en juillet, il y a aussi eu une légère hausse. Donc, c'est assez sensible, mais la baisse de août est venue contrebalancer. Donc, globalement, sur le gaz, on a une facture qui est à peu près stable, qui est restée stable sur l'année 2025. Sur l'électricité, c'est un peu différent. Sur l'électricité, vous aviez eu une forte augmentation en février de toute la fiscalité, généralisée sur tous les compteurs, les petits, les moyens et les gros. Et le gouvernement, pareil, a décidé de faire machine arrière. Donc, ils ont décidé de les baisser la fiscalité sur les petits compteurs, donc également tout ce qui concerne les particuliers. Donc là, une belle baisse, on est passé de 33,70 € à peu près une trentaine d'euros. Donc, on a perdu quasiment 4 € par mégawattheure consommé. Mais le gouvernement n'est pas fou. Et ils ont aussi un petit peu baissé sur les compteurs intermédiaires, les compteurs moyens, où ils sont passés de 26 € à 25,79 €. Ça, c'est les compteurs qu'on va retrouver sur les PME, PMI, à peu près, pour vous donner un petit peu de repères. Et sur les gros compteurs, type industriel, là, par contre, la fiscalité a fortement augmenté. On est passé de 22,50 € par mégawattheure consommé à quasiment 26 €, donc on est à 25,79 €. En fait, ils baissent d'un côté parce que le volume finalement des consommations des particuliers n'est pas suffisant et ils compensent par la forte consommation des industriels pour avoir une assiette de collecte beaucoup plus importante. Et en parallèle, vous avez l'acheminement qui a monté en février, donc le coût de livraison de l'électricité qui a monté assez significativement en février et qui a un tout petit peu baissé en août. Donc ça n'a pas eu trop d'effet, on n'a pas trop vu finalement de baisse sur l'année. Donc on est plutôt globalement sur une facture d'électricité globalement en hausse sur l'année 2025, sur la partie acheminement et fiscalité. Et un phénomène assez marquant sur la fin d'année, alors je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, mais on a un dispositif qui était en place depuis 2010 qui s'appelle l'AREN, l'accès régulier à l'électricité nucléaire historique, qui permettait aux fournisseurs d'électricité d'acheter leur électricité à un prix un peu plus compétitif et d'être protégés de certaines hausses, notamment pendant la crise. Ils ont eu un coût d'achat un peu préférentiel sur l'électricité. Ce dispositif prend fin à la fin de cette année, donc au 31 décembre 2025. Je vais juste faire un petit aparté juste en suivant pour vous expliquer ce dispositif et qu'est-ce qui va venir par la suite. Et après, rapidement, sur la partie du bas, c'est un peu la partie réglementaire. Donc, il y a le décret BAX, décret tertiaire à la base, décret tertiaire. Pour rappel, c'est tout ce qui est bâtiment tertiaire, donc qui reçoivent du public, qui ont une surface de plancher supérieure à 1000 m². Ces clients-là doivent s'engager dans une réduction de leur consommation à horizon 2030, 2040 et 2050. Donc, globalement, je simplifie, mais les clients doivent réduire leur consommation de 40, 50, 60% leur consommation à horizon 2050. Donc, des gros objectifs de réduction des consommations qui potentiellement pourraient baisser et passer à 500 m². Donc, ce n'est pas pour l'instant le cas, mais en tout cas, il y a des objectifs assez forts sur le décret tertiaire. Et un outil pour essayer d'atteindre le décret tertiaire, le gouvernement a décidé de mettre un nouveau décret qui s'appelle le décret BAX et qui va imposer à tous les consommateurs qui ont des équipements de chauffage, donc CVC, ça veut dire chauffage, ventilation, climatisation, s'ils ont une puissance cumulée de plus de 290 kW, donc c'est des grosses installations quand même, vous devez vous engager, vous devez mettre en place des solutions de gestion technique du bâtiment. Sorte de domotique, on va dire, plus adaptée sur du client tertiaire, donc pour piloter votre bâtiment et le rendre intelligent. Et ce décret BAX va progressivement
diminuer. Donc, on va passer sur des objectifs à 70 kW à horizon fin 2026. Donc, beaucoup plus de monde vont être concernés par ce décret et vont devoir mettre en place des GTB, donc de la gestion technique du bâtiment, pour rendre le bâtiment autonome et intelligent. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé par 2025? Donc, en juin, il y a une nouvelle baisse du tarif de rachat de l'électricité pour toutes les installations photovoltaïques. On va le voir pour les particuliers, si vous faites de la revente totale, il n'y a plus du tout de tarifs qui sont adaptés pour le particulier. Donc, la seule chose, on va le voir après, c'est de faire de l'autoconsommation avec un petit peu de revente. Et également, vu que ce n'était pas suffisant en termes d'actualité, ils ont décidé, qui est lié au photovoltaïque, de modifier les plages des heures creuses et donc de faire, plutôt que d'avoir que des heures creuses pendant la nuit, essentiellement sur le territoire, mais du coup, ils ont décalé, ils ont mis la possibilité d'avoir des heures creuses la journée, pendant l'été surtout, pour essayer d'absorber cette forte production solaire qu'on a eue sur les 2-3 dernières années avec l'essor des installations photovoltaïques. Voilà, donc c'est assez dense, mais voilà ce qui s'est passé globalement sur l'année. Et M. Gélis le disait en introduction, c'est vrai que pour vous, c'est un peu compliqué, je l'entends, de projeter des budgets ou d'aider ou de vérifier si les budgets sont bons. Donc, c'est vraiment notre vocation, c'est ça aussi, hein, c'est de vous aider, vous et vos clients, à essayer de projeter les budgets en tenant compte de toutes ces évolutions en cours d'année pour essayer d'avoir quelque chose le plus juste possible et éviter de faire des business plans qui sont approximatifs. Donc nous, notre forte valeur ajoutée, c'est ça. Ça va être de vous aider pour avoir des budgets les plus proches de la réalité. Donc voilà, ça c'était la grosse actualité. Et ensuite, je vais essayer de rentrer dans chaque bloc de la facture, donc la fourniture, l'acheminement et la fiscalité, pour vous expliquer comment on peut faire pour les leviers pour optimiser sa facture. Donc première chose, on l'a vu tout à l'heure, l'Arenh. Donc ce fameux dispositif qui disparaît au 31 décembre 2025, c'est quoi? Donc ça permettait aux fournisseurs, je vous le disais tout à l'heure, d'avoir un meilleur coût d'achat de son électricité, sauf que c'était limité donc dans le temps, on le voit jusqu'au 31 décembre, et aussi limité en volume. Les fournisseurs avaient droit qu'à un certain volume à acheter, à 42 €, qui était le prix de l'Arenh, son prix d'achat, et le reste, le fournisseur devait l'acheter sur la bourse de l'énergie. Donc si on regarde sur les 36 derniers mois, le prix d'achat de l'électricité pour les fournisseurs était proche des 200 €. Donc vous comprenez que s'il n'y avait pas eu ce dispositif, le prix d'achat moyen des fournisseurs aurait été de 200 €. Sauf que grâce à ce dispositif, globalement, on constate en moyenne que 60% des achats des fournisseurs ont pu être auprès de l'Arenh à 42 €, le reste au marché à 200 €, ce qui a permis, in fine, d'avoir un prix d'achat moyen de 105 € grâce avec ce dispositif Arenh. Là, la bonne nouvelle, donc ce dispositif disparaît, donc effectivement, ça peut paraître fou et on peut se dire, mince, mais le prix va inquiétant, voilà, c'est le bon terme, de se dire, attention, ça va augmenter. Alors, ce n'est pas le cas actuellement, parce que les prix en ce moment de l'électricité sont très bas, en dessous de 60 € du mégawatt, on le voit actuellement. Et donc, du coup, forcément, vu que les fournisseurs maintenant n'ont plus ce dispositif Arenh, ils doivent acheter 100% sur le marché, mais vu qu'on a des prix à 60 €, finalement, on se retrouve avec des prix beaucoup plus compétitifs que ces 36 derniers mois. Donc ça, voilà, c'est la bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, du coup, ça ne se ressent pas forcément sur les contrats et sur les factures des consommateurs. Par contre, si les prix remontent, vous comprenez qu'il n'y aura plus du tout cet amortisseur de l'Arenh sur la facture. Donc c'est pour ça qu'il faut être très vigilant et anticiper un maximum, ne pas se laisser porter par son contrat et surtout par son fournisseur, faire confiance à son fournisseur, c'est le dernier des conseils que je vous confiais. Mais voilà, faire très attention, d'anticiper et dès que les prix sont bons, d'essayer de couvrir sur une durée le plus longue possible à prix fixe pour ne pas avoir de variation. Donc ça, c'est l'Arenh. Juste, le gouvernement avait décidé de mettre en place un nouveau dispositif après ce dispositif Arenh. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce qu'il est très complexe et pour l'instant, il n'est pas forcément très connu. Mais globalement, ce qui avait été retenu, c'était de dire que si jamais les marchés remontent au-dessus des 78 €, vous voyez, aujourd'hui on a 60,
Mais là, le gouvernement va commencer à taxer, pas le consommateur, mais les producteurs, donc ceux qui vendent de l'électricité sur les marchés, pour collecter de l'argent et le reverser sous forme d'aide aux consommateurs. Pour l'instant, encore une fois, je ne rentre pas dans le détail parce que c'est très complexe en termes de dispositifs et derrière, ce n'est pas un sujet prioritaire. Je vois une question. Bonjour, face à la baisse de la consommation de gaz, on constate une forte augmentation des tarifs, notamment des abonnements. Cette tendance va-t-elle s'accentuer? Faut-il abandonner le gaz, notamment en matière de chauffage? Alors, ben, oui et non. Le problème, enfin, l'avantage du gaz naturel, donc oui, pour répondre à votre question, effectivement, le fait de baisser la consommation de gaz, ben, les gens ont plutôt tendance à se jeter vers l'électricité, enfin, à se rabattre vers l'électricité. Et effectivement, ça va avoir une tendance haussière sur les prix de l'électricité parce qu'on va avoir un déséquilibre entre l'offre et la demande. Ça fait partie des slides qu'on va évoquer après. Faut-il abandonner le gaz? Alors, ben, ça dépend de votre surface à chauffer, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le gaz, c'est quand même un moyen très performant pour chauffer des grosses surfaces. On a du mal aujourd'hui avec des pompes à chaleur, ou sinon il faut surdimensionner les machines pour essayer d'atteindre des températures très confortables. Alors qu'avec le gaz, on y arrive beaucoup plus facilement. Donc, ce serait très raccourci de vous dire oui, il faut abandonner le gaz pour aller vers l'électricité. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'en ce moment, vous avez pas mal d'aides, notamment on parle de C2E, des certificats d'économie d'énergie, des subventions qui sont là pour vous aider à investir sur des pompes à chaleur ou sur des solutions autres que du chauffage au fioul, au gaz. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais globalement, oui, ça va avoir par contre une incidence sur les prix de l'électricité à court terme, court et moyen de long terme. Donc, si on continue, ben voilà, c'est la transition, c'est ce que je vous disais. Qu'est-ce qui fait varier les prix de l'électricité et de gaz? Ben, c'est déjà une logique purement commerciale d'équilibre entre l'offre et la demande. Donc l'offre, vous l'auriez compris, c'est ce que je vous ai expliqué en préambule, c'est tout ce que nous avons disponible pour produire notre électricité. Donc on a du nucléaire, on a du thermique, on a de l'hydraulique, on a de l'éolien, du photovoltaïque et des autres sources, comme par exemple la géothermie. Et on le voit en jaune, hein, donc on a une belle progression du nucléaire en France jusqu'aux années 2000 où ça s'est stabilisé. Mais par contre, c'est ce qui a causé aussi ces prix de l'électricité qui ont fortement augmenté pendant la crise. On le voit après post-Covid, on a eu une crise énergétique où on a eu des gros défauts de production nucléaire, des problèmes de corrosion, de fissures, qui ont eu comme conséquence de ralentir toute la production nucléaire en France. Et on a dû donc se rabattre sur des énergies pas très propres, comme le gaz naturel, le fioul ou le charbon, pour produire cette électricité qui nous manquait. Et donc, c'est ce qui a fait croître les prix à la hausse. Donc ça, c'est l'offre. Donc aujourd'hui, elle est plutôt stable. On voit, on a du mal avec ce fameux nouveau réacteur de Flamanville nucléaire qui a du mal à sortir de terre, qui a coûté extrêmement cher et qui, du coup, rencontre de grosses difficultés pour être mis en service. Donc, on le voit, ce n'est pas sur le nucléaire qu'on va avoir des grandes facilités pour combler cette augmentation de la consommation. Donc, on a pas mal accéléré sur le solaire, mais du coup, on le voit, le gouvernement est en train de freiner des deux fers sur le solaire parce qu'il baisse les aides. Donc, c'est un peu compliqué, on n'y voit pas très clair et on a du mal à suivre un peu les orientations du gouvernement. Donc, au niveau de la production, c'est pas très joli. Et derrière, par contre, au niveau de la consommation, donc là, je vous ai mis un schéma où on voit l'évolution de la consommation, où en France, on est à peu près à 450 TWh quand tout est au vert. Là, en 2022-2023, on avait baissé, parce que du coup, Covid et baisse un peu industrielle, voilà, c'est une déflation un peu économique, et donc la consommation avait fléchi un petit peu. Mais par contre, RTE, donc, qui est le transporteur de l'électricité, revoit sans arrêt des scénarios d'augmentation de consommation. Et là, on prévoit qu'en 2035, donc c'est demain, hein, 2035, c'est dans 10 ans, on prévoit que la consommation pourrait fortement augmenter et on pourrait augmenter jusqu'à 630 TWh. Donc, vous voyez, on est à 450, même bien en dessous, là, on est à 430 sur les dernières années.
Donc, on pourrait monter jusqu'à 630 TWh à horizon 2035. Donc, du coup, il va falloir derrière avoir les bons outils de production pour combler cette augmentation de la consommation. Et ce qui risque, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, d'influer les prix de l'électricité à la hausse parce qu'on risque d'avoir un fort déséquilibre entre l'offre et la demande et donc d'avoir une rareté de l'électricité et qu'on risque de payer le prix cher dans les années futures. Donc voilà, c'est en fait pas forcément très gai ce que je vous dis, mais en tout cas, c'est un constat très aussi pour l'instant pragmatique, mais en tout cas, si on continue comme ça risque d'être un peu compliqué à horizon 10-15 ans. On risque d'avoir des difficultés à produire notre énergie. Donc si on regarde, je vous ai mis ici, pour que vous compreniez un peu ce qui s'est passé au niveau des prix d'achat de l'électricité, à cette fameuse bourse que je vous disais tout à l'heure. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'avant la crise, donc en 2021, on était à 53 € à peu près, coût d'achat de l'électricité brute par les fournisseurs de l'électricité. On a eu différents facteurs, donc la guerre en Ukraine qui a fait réagir les prix, donc pas trop de gaz, donc on perd notre contrat avec les Russes, donc des difficultés à s'approvisionner en gaz, on tarde à réagir, et en plus de ça, au courant 2022, on commence à avoir les premiers problèmes de corrosion qui apparaissent, donc des problèmes de fissures sur les réacteurs nucléaires, donc ce qui fait réagir très fortement les prix, on le voit à partir de juin 2022, et ensuite on a un record historique en août 2022, où on a un cumul de plusieurs facteurs, donc pas de gaz, parce que du coup, on ne s'est pas organisé, on a perdu notre fournisseur principal qui était la Russie, qui nous livre plus de gaz. On n'a plus de production nucléaire, donc on a peut-être 30-40% de réacteurs nucléaires qui tournent à bas régime, parce qu'en plus de ça, il fait très chaud, on a une sécheresse, donc on oblige les réacteurs nucléaires à moins produire. Et en plus de ça, on a des réserves d'eau qui sont très faibles. Donc du coup, on a très peu de moyens de produire de l'électricité. Donc ce peu d'électricité qu'on produit, il coûte très cher. Et c'est ce qui explique qu'on a atteint des sommets en termes des prix de l'électricité. On a atteint plus de 1000 € le mégawattheure consommé, alors qu'on était à 53 € avant la crise. Ça s'est pas mal amélioré, forcément, heureusement d'ailleurs. La situation nucléaire est rentrée dans l'ordre. Le gouvernement a un peu forcé EDF à faire vite, à EDF producteur, à faire vite, à remettre ses réacteurs en service. On s'est réorganisé, donc on a pris des contrats long terme avec nos copains, alors, je ne sais pas si c'est nos copains, mais en tout cas avec les États-Unis. Et donc là, on dépend maintenant de nouveaux pays, qui est les États-Unis, pour importer du gaz naturel. Et derrière, vous voyez, la situation s'est quand même pas mal atténuée. Et là, aujourd'hui, on est sur des prix qui sont même inférieurs à 60 €. Donc, on revient presque sur des prix avant crise. Donc, en ce moment, ça vaut vraiment le coup de renégocier ces contrats d'électricité et de gaz. On retourne sur des prix vraiment très favorables. Alors, sur le gaz, on est un peu loin, on est au double du prix avant crise. Mais ça, c'est expliqué par la perte de ce partenariat qu'on avait avec la Russie qui nous maintenait des prix sur du long terme à des prix très compétitifs. Là, on est très dépendant des États-Unis, donc de la situation macroéconomique. Et donc, les États-Unis, ils vendent au mieux disant. Et pour l'instant, c'est nous, mais si demain ça change, les prix pourraient remonter. Donc voilà pour la partie fourniture. Je ne sais pas, ça fait beaucoup d'informations, mais j'essaie d'être rapide parce qu'on a 1 heure. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en ce moment, sur la partie fourniture, les prix sont très bons. C'est intéressant de sécuriser un prix sur 2-3 ans pour fixer votre prix et ne pas subir un risque de reprise des cours et du coup d'avoir un contrat qui reprend des proportions assez importantes. Donc ça, premier élément, ce qu'il faut retenir, en ce moment, les prix sont bons, intérêt de négocier sur des contrats 2-3 ans, ça vaut le coup. Au-delà, attention, les fournisseurs n'ont quand même pas une très grande visibilité, ils ont la faculté de pouvoir acheter et d'avoir de la visibilité sur 2-3 ans sans trop de difficultés. Au-delà, c'est de la spéculation. Voilà. Vous pourriez vous retrouver avec un contrat qui n'est pas forcément très adapté. Donc, ce n'est pas forcément un conseil. Enfin, c'est vraiment au cas par cas.
Et je me permets par rapport à ce que dit Mathieu, c'est pour ça quand on rencontre des clients, notre base de travail, c'est les factures. Pourquoi? Parce que sur les factures, il y a des dates d'échéance. Il faut savoir que tous les contrats professionnels, ce sont des contrats engagés, on va dire dans 90% des cas, ce qui n'est pas du tout le cas en effet sur le particulier. Donc en fait, on travaille à partir de dates d'échéance. Pour éviter les doubles de contrats. Alors, ça paraît très bête et dire non, mais ça n'arrive jamais. Si, hélas, ça arrive. Donc, ça fait partie d'un critère primordial chez nous. Sans facture, on ne travaille pas. Et on sait pourquoi. C'est vraiment pour, donner le bon conseil. Parce qu'entre des prix 2026 et 2028, le fournisseur ne répondra pas sur les mêmes prix. Et d'autre part, ça fait partie de notre conseil de ne pas dupliquer des contrats, ce qui peut arriver. Voilà. Ouais. Merci Elise, ouais, tu as raison de le préciser parce qu'on a eu des fois des grosses pénalités pour résiliation anticipée et il faut absolument éviter ça parce que là, ça peut être dramatique. C'est ça. Pour les entreprises, on a eu des grosses entreprises en difficulté qui avaient fait ça avant qu'on les rencontre, bien sûr, mais voilà, nous, en tout cas, on essaie d'éviter ça et d'être très vigilant. C'est pas par voyeurisme, c'est par bon conseil, en fait. C'est ça. Donc ensuite, la partie du milieu, la partie acheminement. Alors attention, sur cette partie-là, vous l'aurez compris, c'est une partie qui est régulée par le gouvernement. Donc, peu importe le fournisseur que vous allez retenir à la fin, vous auriez les mêmes prix unitaires. Ça ne bouge pas. C'est un catalogue qui est public, tarifaire, qui est en ligne et qui est diffusé par Enedis, donc le gestionnaire du réseau de distribution, et qui fixe ces prix catalogues. Donc là, vous avez donc des prix unitaires qui sont figés. Par contre, bon, vous payez tout un tas, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous payez des frais fixes pour entretenir votre compteur, louer le compteur, parce que maintenant, vous ne pouvez plus être propriétaire. En tout cas, si vous l'êtes, c'est que vous avez vraiment un très, très vieux compteur. Mais là, petit à petit, Enedis est en train de faire le ménage et il passe tout le monde en location pour avoir plus de revenus. Et derrière, vous payez tous les frais administratifs, etc. Mais après, la grosse partie donc, que je vous ai mis en verte, c'est la partie qui va être liée à la puissance que vous allez souscrire. Je vous disais en introduction, chaque KVA souscrit va générer donc une facture, un abonnement plus ou moins élevé, et également ce que vous allez consommer comme un frais d'autoroute, le coût de transport, à chaque fois que vous consommez un mégawatt, vous payez. Donc l'idée, c'est de vous dire, nous, notre rôle de conseil, alors ça c'est les grilles, je ne vais pas m'attarder dessus, mais on a deux méthodes. Déjà, la première méthode, c'est de vérifier, donc comme disait Élise, quand on va récupérer vos factures. Après, nous, on a des outils sur notre CRM où on est interconnecté avec Enedis et on a accès aux courbes de charge, bien sûr sous réserve d'avoir l'accord du client final, l'autorisation de collecte de données, qui est une obligation légale de RGPD. Mais ça va nous permettre de relever la courbe de charge, donc l'appel de puissance de votre entreprise sur le réseau. Et par rapport à ça, nous, on va regarder la puissance que vous avez souscrite, ce que vous appelez sur le réseau, et on va vous conseiller soit d'augmenter la puissance pour éviter de payer des pénalités, parce que sinon vous payez des pénalités, ou soit on peut constater que vous avez une puissance beaucoup trop élevée et que vous payez un espace inutile et du coup un abonnement qui est trop important par rapport à votre besoin. Et là, donc, du coup, on va vous conseiller plutôt de réduire votre puissance pour éviter un surplus de facturation. Donc ça, on le fait en automatique. Et dès qu'on relève et dès que vous nous donnez votre accord de travailler sur votre dossier, qui est encore une fois sans engagement, Monsieur Gillis le disait tout à l'heure, c'est gratuit sans engagement dans un premier temps, où en fait on regarde d'abord ce qu'on peut faire. Ça, on va le faire en automatique et on va vous rendre une étude en vous disant oui, chez vous, on peut optimiser, ou sinon non, c'est très bien optimisé, il n'y a rien à faire de ce côté-là. Et par rapport à ça, il faut savoir que c'est une démarche qui est très peu faite, voire rarement faite par les fournisseurs, par très peu nos confrères aussi. Et en fait, souvent, quand une entreprise, au début, s'abonne à une puissance souscrite, en fait,
ce sujet-là n'est jamais remis sur la table. Alors que c'est dommage parce qu'il y a des variations, soit dans l'équipement, soit on ajoute, soit on baisse. Et donc, c'est dommage parce que rapidement, il peut y avoir des optimisations de 2000 euros. Enfin, ça va assez vite. Donc, voilà, c'est une démarche qu'on fait nous systématiquement auprès des clients à partir du moment où il y a un compteur C4, ce qu'on appelle un compteur jaune. On le fait systématiquement et on propose du coup ce service aux clients. Voilà, et comme disait Elise, c'est un peu comme une révision d'une voiture. C'est bien de le faire chaque année pour être sûr qu'il n'y ait pas eu de modification des usages. Et donc, nous, on le fait très régulièrement avec nos clients pour vérifier tout ça. Et la deuxième piste sur l'optimisation, alors là, c'est un peu plus technique, mais pareil, grâce aux outils, on va vérifier le nombre d'heures d'utilisation de vos équipements. Donc ça, pareil, c'est remonté grâce à votre courbe de charge. Et on va vérifier si plutôt, je vous disais tout à l'heure, qu'il y a plusieurs grilles tarifaires qui sont disponibles. Donc pareil, au même prix, peu importe le fournisseur, mais il y a 2 grilles. Donc on va vérifier quelle est la meilleure grille pour vous qui sera adaptée pour payer le juste prix. Voilà, donc ça, c'est le deuxième piste. Et derrière, c'est source des fois de pas mal d'économies assez simples à mettre en place. Parce que pareil, ça ne nécessite aucune intervention technique, c'est juste de l'optimisation financière sur le contrat d'électricité. Et ça, on n'a pas besoin d'attendre la fin de votre contrat pour pouvoir le faire. On peut le faire en cours sans avoir à changer de fournisseur. Et pour finir, la fiscalité. Donc la fiscalité, à quoi ça sert déjà? Parce que tout le monde la paye, mais souvent, on ne sait pas à quoi elle sert. Donc déjà, elle a changé de nom. Avant, elle s'appelait CSPE pour l'électricité, Contribution au service public de l'État. Et pour la TICGN pour le gaz, taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel. Pour une fois, ils ont fait simple. Ils ont renommé les deux de la même façon. Ça s'appelle assise sur l'électricité, droit d'assise sur l'électricité, droit d'assise sur le gaz naturel. Ça sert à quoi? Ça sert à plusieurs choses. La base, c'est pour financer tout ce qui est énergie renouvelable. Donc, le tarif de rachat, finalement, d'EDF, c'est vous qui l'avez payé en partie grâce à ces aides-là, grâce à cette fiscalité. Mais également d'avoir le même prix de l'électricité au niveau du transport, peu importe où vous vous situez en France et dans les dom-toms. Vous avez le même prix. On appelle ça une péréquation tarifaire. Vous avez le même prix de l'électricité partout. Et également, le dernier point, ça sert aussi à financer tout ce qui va être chèque énergie. Donc, pour les personnes à revenus modestes, vous avez une partie qui est financée au chèque énergie. Donc, ça sert à ça également. Cette fiscalité, on le voit, je vous l'avais dit en préambule, sur l'électricité, elle a fortement augmenté depuis 2010. On est passé de 4,50 € en 2010 jusqu'à 22,50 € en 2016. Ça a été très stable jusqu'en 2021. Le gouvernement, pendant la crise, ils n'avaient pas trop de levier. Donc, premier levier qu'ils ont mis en place, ils ont appliqué une remise, un bouclier fiscal, ils ont appelé ça. Donc, tous les clients ont profité d'une baisse de la fiscalité pour compenser la grosse augmentation de la fourniture. Bon, ça n'a pas été suffisant pour certains clients, mais en tout cas, c'était un premier levier. Et le gouvernement a vite vu que la crise s'était estompée en 2024, donc ils ont décidé de réaugmenter la fiscalité de manière assez brutale. Donc, on est repassé à 20,50 € en 2024, pour après en février 2025, c'est ce que je vous montrais, à 26,23 € en moyenne. Et là, en août, on est repassé à 25,80 € pour les compteurs intermédiaires. Et pour le gaz, pareil, jusqu'en 2018, ça avait bien augmenté. 2018, gilet jaune, donc on a gelé le tarif. 8,37 € en 2023, et d'un coup, on est passé à 16,37 € en 2024, 17,16 € et 15,43 €. La bonne nouvelle, c'est que pour certains clients, donc ça c'est le détail pour l'électricité, par compteur, les petits compteurs, les bleus, les compteurs intermédiaires, les compteurs C4, les oranges, et verts, les gros compteurs pour les industriels. La bonne nouvelle, c'est que malheureusement, alors c'est limité à une certaine catégorie de clients, mais vous pouvez avoir une exonération fiscale. Alors pourquoi? Il faut donc justifier, il faut déjà justifier un process industriel. C'est pour ça que je vous le simplifiais tout à l'heure en vous disant tout ce qui est code NAF d'activité qui commence par 1, 2 et 3, donc tout ce qui a un procédé de fabrication, on va retrouver déjà un premier critère d'éligibilité.
Deuxième critère d'éligibilité, il faut justifier une électro-intensivité. Comment faire? En fait, il faut regarder la part que vous payez de fiscalité sur votre facture, divisé par votre valeur ajoutée, donc sur votre bilan, donc ça vous êtes les mieux placés pour le savoir, fois 100 pour avoir un pourcentage, et derrière, si cette valeur est supérieure à 0,5%, vous êtes considéré comme électro-intensif. C'est-à-dire qu'on considère que vous avez une charge d'électricité qui est importante par rapport à la marge dégagée par l'entreprise. Et du coup, le gouvernement a décidé de mettre une aide pour ces entreprises pour avoir une meilleure compétitivité. Alors attention, parce que c'est du déclaratif. Jusqu'avant la crise, c'était sur le site des douanes qui était propriétaire de cette taxe et qui s'occupait de faire les demandes. Désormais, c'est les impôts. Donc, au même moment que votre déclaration de TVA, vous pouvez aussi faire les demandes d'exonération fiscale. Alors, attention, je n'ai rien contre, je sais que vous maîtrisez vos sujets, mais par contre, nous, ça fait partie vraiment des sujets que l'on maîtrise parfaitement parce qu'il faut quand même faire attention. On ne va pas déclarer 100% de l'usage. Il faut faire des calculs avec le client pour justifier vraiment uniquement l'électricité qui va être utilisée pour un procédé industriel. Donc, on ne déclare jamais 100% de la consommation. Il faut toujours arriver à faire des règles d'attribution en disant cette partie-là qui est dédiée pour l'industrie, le reste, c'est du tertiaire, du bureau, de la borne de recharge, etc. Donc, il faut vraiment être très vigilant par rapport à ça, parce que derrière la conséquence, ça peut générer un contrôle fiscal. Avant, c'était un contrôle des douanes, donc là, ça pouvait être limité au niveau des douanes. Maintenant, c'est un contrôle fiscal. Donc, du coup, derrière, vous pouvez, vous aussi, malheureusement, être impacté si derrière, il y a un contrôle fiscal qui est généré par ce sujet. Donc, il faut bien le faire. Nous, on a des juristes en interne chez Mon Courtier Énergie qui font ça au quotidien pour vérifier les bons critères d'éligibilité, parce que des fois, le NAF ne suffit pas. Il faut vraiment rentrer dans le détail et dans le procédé industriel pour être sûr du coup. Donc, nous, on va regarder ces leviers. Mais par contre, vous voyez, ça peut générer des belles économies pour le client, parce que ça, c'est les taux avant exonération. Et là, en ce moment, le gouvernement a décidé d'appliquer un taux de 50 centimes si jamais vous êtes éligible à cette exonération fiscale. Donc, on peut derrière aller chercher des chiffres assez importants. Et sur ce type de mission, nous, on est rémunéré au résultat. Donc, c'est du gagnant-gagnant pour les clients. C'est si on arrive à obtenir gain de cause, on prend un pourcentage des gains. Si jamais il n'y a pas de résultat, du coup, on a travaillé, pas pour rien, parce qu'au moins, on a vérifié l'éligibilité du client, on est sûr du coup, mais au moins, pour lui, ça n'a généré aucune charge. Là, par exemple, on a travaillé pour une confiserie. Et en effet, le process industriel a été contrôlé. Et en effet, tu me dis si je me trompe, Mathieu, mais c'est vraiment juste sur la transformation du sucre qu'il a pu être éligible. Donc, en effet, c'est pas un travail de masse. On va assez dans le détail pour que l'éligibilité soit correcte. En fait. Ouais, et pour compléter, on a vraiment, nous, les assurances en cas de défaut de conseil. Sur cette partie-là, on est vraiment assuré avec notre responsabilité civile sur cette mission-là, à proprement dit. Et enfin, dernier sujet que je voulais évoquer avec vous, c'est le photovoltaïque, parce que vous pourriez peut-être, on le voit malheureusement, des clients ont eu un bourrage de crâne où on a entendu c'est fini, ça vaut plus le coup, EDF ne rachète plus l'électricité qu'on produit. Alors certes, oui, ça a bien baissé, on va le voir après, mais il y a encore des solutions qui sont très intéressantes. Déjà, comment on peut valoriser cette énergie? C'est soit en faisant de la vente au total, donc ça c'est facile, hein, c'est beaucoup, on fait ça, notamment les particuliers, où en fait vous mettez des centrales et vous avez un tarif de rachat par EDF OA, obligation d'achat, qui vous rachetez pendant 20 ans l'électricité produite, donc ça c'est ce qu'il y avait de plus simple. Soit vous revendez à un acteur privé, donc une entreprise ou autre, ça c'est un peu plus complexe. Soit on peut faire de l'autoconsommation collective, donc dans une boucle jusqu'à 20 km, vous pouvez avoir un producteur qui produit et qui livre sa production à plusieurs consommateurs. Soit on peut faire, c'est ce qui fonctionne le plus, c'est ce que nous on fait énormément, c'est de l'autoconsommation individuelle. Donc on est autoproducteur, on devient nous-mêmes producteurs d'électricité. Et si jamais on revend le surplus. Donc ça, c'est si jamais on arrive à avoir le bon prix. Sinon, on peut faire de l'autoconsommation individuelle
et on vient agréger une batterie donc de stockage pour que si jamais l'électricité n'est pas consommée à l'instant T, ben, elle soit stockée, elle soit consommée plus tard. Et ça, maintenant, là, le stockage, ça ne l'était pas il y a quelques mois en arrière, intéressant parce que les batteries étaient assez chères. Et là, on a un afflux de batteries, donc ça redevient très intéressant. Et ces solutions-là redeviennent intéressantes. Donc, si on voit comment ont évolué ces prix de rachat de EDF-OA, on voit, donc je vous ai mis plusieurs tarifs, je ne vais pas tous rentrer dans l'ordre. D'ailleurs, ça a baissé là jusqu'en juin. On a perdu à peu près 4% sur les prix que vous avez ici affichés. Donc, ça vaut toujours le coup, hein, même si vous faites de la revente totale. C'est juste que le ROI est plus long, hein, forcément. Ça vaut quand même toujours le coup. Nous, ce qu'on prône et ce qui vaut vachement le coup, c'est l'autoconsommation. Et nous, notre rôle, ça va être de bien dimensionner la centrale à la bonne taille. On n'est pas des vendeurs de panneaux, hein, on ne va pas vendre un maximum de panneaux pour s'enrichir. Nous, l'idée, c'est qu'on calibre le mieux la centrale, qu'on mette le bon nombre de panneaux par rapport à la consommation en dessous du client, pour être sûr que la quasi-totalité de la production va être autoconsommée. Et là, c'est intéressant. Je vous ai mis ici des exemples. Donc là aussi, je vais vous le lire parce que je ne vais pas rentrer dans tous les chiffres. Et globalement, on a posé tous les chiffres en disant combien je consomme aujourd'hui d'électricité. Ça, c'est nos bureaux, par exemple. Donc, c'est un parfait exemple. Aujourd'hui, on consomme 27 MWh d'électricité par an. On a une électricité, je l'espère, qui est plutôt bien achetée, parce qu'on est nos propres conseillers. Donc aujourd'hui, on a un prix à 185 € et on sait très bien que les prix vont augmenter. Vous voyez, j'ai appliqué une projection de la hausse de l'électricité à horizon 20 ans. Donc, on risque de passer de 185 à 225 €, enfin 270 d'ici 20 ans. Donc, ça nous fait un prix moyen sur les 20 ans de 225 €, avec un prix à chaque fois de l'électricité sans installation photovoltaïque, ce que ça pourrait coûter. En dessous, nous, on a installé une centrale solaire. Alors, on avait des toits un peu complexes, donc on a mis une puissance un peu plus élevée que ce qu'on aurait eu besoin à cause de l'ensoleillement et des ombrages. Donc, on produit en moyenne 21 MW d'électricité par an. On arrive à en capter 90%, donc c'est quand même une grosse partie qu'on arrive à autoconsommer. Ça nous permet de réduire pas mal notre consommation. Ce qu'on ne consomme pas, on l'injecte et on le revend. Et donc, globalement, avec le coût de financement, donc les annuités de la centrale, la maintenance, plus l'énergie soutirée, donc ce qui nous reste à acheter sur le réseau, ce qu'on n'arrive pas à produire, ça nous permet, in fine, sur 20 ans, plutôt que de payer un prix de 225 € d'électricité, ça nous fait un prix moyen de l'électricité, incluant le remboursement de la centrale, de 140 €. Donc oui, ça vaut le coup si on arrive à bien calibrer la centrale et faire quelque chose d'intéressant. Donc voilà, c'est juste quelques repères. Forcément, là, c'est propre à nous. Après, l'idée, c'est qu'on a un bureau d'études en interne qui fait des études très précises pour vérifier tous les scénarios qui sont envisageables pour nos clients. Donc ça, c'est des sujets aussi qu'on maîtrise. Et pour résumer, sur le fil, je vois, on arrive à la fin de la réunion. Je vous ai mis ici un exemple de facture pour vous aider si jamais vous voyez la facture de votre client ou même la vôtre, si vous voulez faire cet exercice. Vous pouvez reprendre votre facture d'électricité. Là, c'est un exemple avec EDF. Prenez le verso et pour retrouver les prix moyens que je vous disais en introduction, vous divisez à chaque fois votre prix d'électricité par la consommation. Ça va vous donner votre prix moyen. Donc là, pour ce client-là, il est à 242 € la fourniture. Donc, il avait acheté pendant la crise, donc il est un peu haut. On a un prix de distribution qui est à 47 €. Donc là, on est à peu près dans les clous. Et on a une fiscalité. Là, c'était une facture pendant le bouclier fiscal qui était réduite. Donc, c'est ce qui explique qu'on a un prix qui est proche des 4 €. Donc là, on est bon, mais effectivement, pour ce client-là, typiquement, on va pouvoir mieux acheter son électricité, peut-être optimiser son acheminement. Donc voilà. C'est pour juste vous donner un peu d'agilité sur la lecture des factures. Et pour résumer, donc vous l'aurez compris, donc nous, on est en capacité de faire une étude gracieuse pour vos clients
auxquels vous pourriez nous recommander, ou même pour vous, pour votre cabinet. L'idée, c'est qu'on peut intervenir sur tous les sujets. On va vérifier la fourniture. Donc, vous l'aurez compris, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En ce moment, notre recommandation, c'est de bloquer un prix sur une période d'achat qui est plutôt propice de 24-36 mois. Notre valeur ajoutée, c'est de bien négocier des contrats. Notre engagement, c'est de vous donner le meilleur contrat au meilleur prix au bon moment. Après, bon, c'est notre ligne de conduite, c'est ce qu'on s'oblige de faire pour vous aider à avoir le budget le plus juste possible aussi. On vous aide dans les prévisions de budget. Ensuite, la partie acheminement, c'est ce que je vous disais, c'est de vérifier à minima une fois par an que vos puissances soient bien ajustées. Donc, nous, on a des outils pour pouvoir le faire plus facilement, bien sûr. De vérifier l'éligibilité à des exonérations fiscales, parce que je vous ai parlé tout à l'heure du droit d'assises, mais il y a également d'autres taxes qu'on pourrait exempter, comme les C2E, c'est des petits sujets que vous payez, mais on peut les annuler si jamais vous êtes éligible. Donc, mais nous, notre force valeur ajoutée, c'est qu'on a des experts en interne pour vérifier et suivre ces dossiers. Et enfin, sur la partie consommation, parce que la meilleure économie, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas. Mais là aussi, on a un bureau d'études et des experts en interne qui sont spécialisés sur la transition énergétique pour vérifier si vous êtes exposé à de la réglementation. Je vous parlais tout à l'heure du décret tertiaire, décret BACS. Ben là aussi, on a un bureau d'études en interne qui peut vous accompagner et accompagner vos clients sur tous ces sujets. Voilà, donc c'est 4 leviers pour essayer d'optimiser au mieux votre facture d'énergie. Et à la fin, ben, vous retrouvez les coordonnées de Élise qui est juste à côté de moi. Et l'idée, c'est que Élise rayonne sur toute l'Occitanie et elle est dédiée au Conseil de l'Ordre des experts comptables, et elle a d'ailleurs accompagné, en partenaire déjà, des experts comptables avec qui elle travaille bien en partenariat. Et voilà, donc n'hésitez surtout pas, si vous avez des dossiers, même pour vous, votre cabinet, vous avez ces coordonnées, on peut faire une étude pour vérifier tout ça et vérifier s'il y a des sources d'optimisation à faire. Et un point important, quand un de vos clients m'est délégué, vous êtes toujours au courant de ce qui se passe. C'est-à-dire que ça fait partie du respect et de la transparence. Et puis potentiellement, vous, de continuer suite au webinaire, de continuer à apprendre en fait sur l'énergie. Donc à chaque fois, quand j'échange par mail avec votre client, vous êtes dans la boucle. Voilà, je trouve que c'est un point important aussi. C'est digne de confiance. Donc voilà, je fonctionne comme ça. Donc si c'est le cas, ce sera cette méthodologie qui sera utilisée en tous les cas. Voilà, on a terminé, on a un peu dépassé. J'espère qu'on a pu répondre un peu à vos questions que vous vous posiez. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions à nous poser, donc on est là pour y répondre si besoin. Ça peut être fait oralement, si quelqu'un veut prendre la parole. Alors, je ne sais pas si les gens non, peuvent... ça ne peut pas être fait oralement. Non. Ça ne peut pas, du coup. Pardonnez-moi. Mais en tout cas, si même post-webinaire, vous avez des questions, encore une fois, vous avez normalement le document Oui, je vois qu'il y est. Il est bien présent, là, le document qu'on vous a projeté ce jour dans les documents du webinaire. Donc, n'hésitez pas, vous avez les coordonnées d'Élise. Donc, à rentrer en contact directement avec Élise pour qu'elle puisse vous répondre et vous faire les études si besoin.